Ou est-ce qu'il faut que je parle plus fort? Blablabla. Bonjour, bonjour. Ok. Et moi, tu m'entends aussi? Tu m'entends? Peut-être introduis-toi. Ouais. Bon, mais bonjour à tous. Alors, je m'appelle Shan, Astia Sarin, mais bon, on s'en fout. J'ai fait mes études ici au Pays Basque, je viens d'Espelette. Et après, je suis allé à Toulouse comme Camille. J'ai fait mon master d'astrophysique avec Camille. À Camille. Et donc à Toulouse. Et après, j'ai fait un doctorat à Toulouse aussi en astrophysique. Donc après le doctorat, moi j'ai arrêté la recherche. C'était pas pour moi. Et j'ai préféré me réorienter vers l'industrie du spatial. Donc actuellement, je travaille au CNES, qui est donc le Centre national d'études spatiales. Je ne sais pas si vous connaissez. Ceux qui aiment bien le spatial doivent connaître. C'est un peu, du coup, je vais répéter ça, mais c'est la NASA française cette fois, pas européenne. Donc on s'occupe de plein de projets spatiaux en France, de tous les projets spatiaux en fait, quasiment, les projets publics. Et donc voilà, j'ai un parcours relativement similaire quand même par rapport à Camille, mais un débouché différent, puisque je suis parti dans l'industrie et Camille est restée faire de la recherche, voilà, pour le meilleur et pour le pire. Donc si vous avez des questions, je les prendrai aussi, si ça vous intéresse. Alors l'industrie, du coup, ça serait... Bon, moi, je travaille en tant qu'ingénieur, du coup. Donc là, l'industrie, ça consiste à prendre des projets... en gros, le CNES guide des projets ou gère des projets dans le spatial. Donc, ça peut être du lancement de satellites, la création de satellites, la création d'instruments qui seront après mis dans des satellites. Donc ça, on va dire la partie avant les satellites et pendant les satellites. Donc ça peut être aussi le maintien à poste des satellites, c'est-à-dire gérer leurs orbites, tout ça. Comme ça peut être de tout ce qui est après les satellites. Quand je dis après, c'est-à-dire après la collecte des données par les satellites. Il y a beaucoup d'analyses à faire. Donc on peut par exemple analyser les océans, les forêts pour des projets environnementaux, pour des projets scientifiques, pour des projets militaires. Donc ça peut être un peu tout ça. Donc c'est de l'analyse de données là, dans ce cadre-là. Moi ce que je fais c'est plutôt de l'analyse de données. Donc je ne m'occupe pas d'envoyer les satellites ou de les maintenir en place. Et je travaille dans les balises de détresse. Donc en gros on fait en sorte que toutes les balises de détresse dans le monde puissent être détectées par des satellites de constellations diverses, notamment européennes. Que les signaux après arrivent sur Terre et qu'après ces signaux-là puissent permettre de localiser les balises et on transmet cette information au centre de secours qui vont chercher les gens et les sauver. Donc moi je m'occupe de cette partie analyse de données. C'est-à-dire quand on reçoit les signaux, il faut trouver les positions, nettoyer les signaux, s'occuper de tous les systèmes au sol, etc. C'est un peu ça l'ingénierie et l'industrie, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est surtout des catégories de métiers qui demandent certaines compétences, donc de résolution de problèmes, des mathématiques et tout ça. C'est beaucoup plus concret aussi. Oui, c'est beaucoup plus concret. C'est vraiment des trucs applicatifs, quoi. C'est pour la vie de tous les jours, c'est pour le commerce, pour le militaire. C'est vraiment des trucs où, à la différence de l'astrophysique, qui est là, comme on dit souvent, quand je vais acheter mon pain le matin, j'ai pas besoin de l'astrophysique. Bon, c'est un peu caricatural, mais on peut comprendre cette critique. Voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer une journée type de votre métier? Oui, bien sûr. Donc moi, journée type, ce qui est bien dans notre métier, en tout cas dans le métier de chercheur, c'est qu'il y a pas trop d'horaire. Donc moi, le matin, j'ai du mal à me lever, donc j'arrive à 11h.
10h, 11h. C'est déjà pas mal. Et tranquille. Hein. Et donc j'arrive, après je vais à mon bureau. C'est très ennuyant au début, je lis mes mails, voilà, parce que comme on fait beaucoup de choses à l'international, on doit répondre à des appels internationaux, par exemple. Je parle souvent de mes détecteurs, de mes télescopes. Il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour obtenir des données, il faut les demander. Et comme c'est des collaborations internationales, il y a des dates limites, on attend des réponses, on attend beaucoup de choses en fait. Et donc du coup par mail tous les matins on regarde est-ce que ma demande a été acceptée, est-ce que j'ai bien demandé à mon collègue de faire tel truc avant tel jour. Donc première chose à faire, vérifier ses mails. Et après, voilà, une fois que c'est fait, en ce moment, j'analyse des données aussi. Je fais beaucoup d'analyse de données pour des choses beaucoup moins concrètes, hein, donc c'est-à-dire des données de trous noirs, d'étoiles à neutrons. Donc c'est tout le temps sur l'ordinateur. Surtout moi, comme je travaille dans une longueur d'onde, je travaille dans les rayons X. C'est pas avec des observatoires au sol, parce que les rayons X peuvent pas traverser l'atmosphère terrestre. Donc moi, je fais pas beaucoup d'observation. Je vais pas souvent dans des observatoires pour aller faire des nuits d'observation. Certains de mes collègues font ça. Moi, je reste sur mon ordinateur, je télécharge mes données, je les analyse. Donc, c'est beaucoup de travail, oui, à l'ordinateur et voilà. Donc, de l'analyse de données. Ouais, je crois que c'est ce que je fais principalement dans ma journée classique. Après, j'ai beaucoup de réunions. Ah, beaucoup, pas tant que ça. Mais j'ai quelques réunions où il faut parler avec ses collègues parce qu'on a un projet, on a envie d'écrire un article d'une chose super intéressante qu'on a vue et on veut le publier pour des journaux à fort impact. Par exemple, voilà, des Nature, enfin bref, des gros journaux qui peuvent passer dans les news de tous les jours dans tous les pays du monde. Donc pour ça, il faut se réunir parce qu'on ne peut pas écrire n'importe quoi. Il faut l'écrire de manière accessible. Donc il y a beaucoup de réunions avec des collègues aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment de passer mon temps, c'est un peu triste comme ça, mais de passer mon temps sur l'ordinateur, d'analyser mes données, de voir des super images et de me dire, oh là là, j'ai vu une nouvelle étoile, personne ne connaissait ça, oh, je vais travailler dessus. Et voilà. Donc c'est travail principalement sur l'ordinateur. Mais certains de mes collègues, parce que donc ça c'est ma journée type, mais certains de mes collègues, ils font plutôt des observations, donc des fois ils partent plusieurs semaines au Chili ou dans des observatoires à très haute altitude où le ciel est très très propre. Ils partent plusieurs semaines et là ils font des observations parce qu'ils font des observations invisibles, donc ça on peut le faire au sol. Et donc voilà, ils passent des super nuits. Il y a le pic du Midi aussi dans les Pyrénées et ça c'est leur journée type. Et après, mes journées ne se ressemblent pas toutes, donc ça c'est, voilà, si je rentre là c'est ce que je vais faire, mais après on a des conférences aussi. Donc on nous envoie des fois à l'étranger pour parler aussi de notre travail, parce que c'est bien d'écrire des articles, mais bon, si on ne le communique pas à toute la communauté scientifique, personne ne va lire mon article qui est sorti l'autre jour sur Internet. Donc il faut que je le communique. Et bon, pour ça, des fois, on est amené, on peut le faire localement. Mais l'année dernière, par exemple, on m'a envoyé en Corée du Sud. Voilà, c'était la première fois que j'y allais. Et du coup, j'en ai parlé devant toute la communauté de mon domaine, en tout cas, tous les chercheurs du monde dans mon domaine qui étaient réunis. On était 300, quelque chose comme ça. Et donc voilà, des fois, mes journées, c'est aussi être à l'autre bout du monde et travailler, et faire communiquer ma recherche. Voilà. Donc toutes les journées ne se ressemblent pas et c'est ce que j'aime aussi. En ce moment, je ne fais pas d'enseignement, mais il y a aussi des parties enseignement où voilà, il faut aller à l'université et enseigner à une classe de licence ou de master, l'astrophysique. Donc voilà, toutes les journées ne se ressemblent pas et c'est ce que j'aime aussi un peu dans mon métier. Et c'est très flexible, voilà. Donc le soir, voilà, je rentre un peu tard parce que je travaille plus facilement le soir. C'est pour ça que je fais la grasse matinée presque tous les matins. Mais c'est un métier où aussi on a du mal à déconnecter un petit peu. Donc le week-end, j'ai tendance à aussi regarder mes mails, à travailler un petit peu. Donc je le conseille pas, mais c'est difficile aussi de déconnecter. Donc parfois, voilà, si j'ai fait la grasse matinée un jour, c'est parce que le samedi, j'ai bossé toute la journée, quoi. Parce qu'aussi les collègues, ils vivent à l'autre bout du monde. Donc des fois, les réunions, c'est à 2h du matin. Donc je suis un peu décalée aussi. Si c'est avec des collègues au Japon, voilà. C'était très détaillé comme journée. Toi, ta journée classique, c'est quoi ? Alors moi, mes journées sont beaucoup plus monotones, enfin, elles se ressemblent beaucoup plus, parce que c'est dans l'industrie, ça va être souvent la même chose. J'arrive plus tôt le matin, et c'est beaucoup de réunions, de discussions avec des collègues, avec le client, parce que nous on a des clients, parce qu'on fait des choses pour des clients dans l'industrie. C'est pour ça qu'on est payé, c'est pour ça qu'il y a de l'argent dans l'industrie. Alors qu'en astrophysique, ils font pas ça pour des clients, donc ils n'ont pas d'argent. C'est le public. Et donc, quand on répond à des contrats, on fait des réunions avec des clients pour savoir exactement ce qu'ils veulent. On prépare, on fait notre travail, c'est-à-dire on fait une partie de ce qu'ils veulent, et puis après on leur présente. On regarde si ça va pas.
s'il faut changer des choses. Donc c'est beaucoup de réunions et après beaucoup de travail devant l'ordinateur évidemment. Ça vous verrez, la plupart des choses maintenant sont face à un ordinateur. En ingénierie c'est très vrai et encore plus en astrophysique. Toute l'analyse de données ça demande des compétences dans le langage de programmation et donc très important. Si vous voulez vous diriger dans ces domaines-là, c'est bien de le plus tôt possible commencer à regarder les langages de programmation, ça va vous aider. Voilà, bon, je ne vais pas détailler mes journées après, c'est assez simple, c'est plutôt comme ça. Et les mathématiques, ça prend une bonne place aussi ou pas? Ah oui, plus je dirais plus en astrophysique pour Camille, mais ouais, un petit peu aussi de mon côté. Comme en industrie en général, on travaille sur des choses connues. On nous demande de faire un travail qui est faisable. Là où en astrophysique, on travaille sur des trucs qui n'ont pas été faits avant, donc il faut peut-être plus pousser les maths là-dedans. En ingénierie, on travaille sur des problèmes connus, donc on va apprendre tout ce qu'il faut, toutes les maths qui sont nécessaires, toute la physique nécessaire pour faire notre travail. Et après, ça ne sort pas trop de ces sentiers-là, ces sentiers battus. Donc pas mal de maths, de physique et d'informatique, de langage de programmation. L'avantage, c'est aussi quand on n'a pas la réponse, enfin moi les maths, ça commence à dater aussi, on a l'ordinateur. Et ça, c'est quelque chose qui change beaucoup avec les études, où on doit tout savoir, tout rebalancer les formules, comme à l'école. C'est quelque chose qu'on n'a plus à faire. Moi, j'ai oublié la plupart de mes formules, je ne sais pas si je devrais le dire, mais comme on a l'ordinateur, voilà, on peut facilement... comme on les comprend, en fait, on arrive à un stade où on s'en rappelle plus, mais on comprend le concept qu'il y a derrière, et je pense que c'est ça qui est le plus important à notre stade, du moins. Voilà, moi, toutes les formules des trous noirs et machin et compagnie, je m'en rappelle plus, mais je comprends le concept qu'il y a derrière. Et après, voilà, il suffit de chercher la formule, mais c'est vrai qu'il faut être très à l'aise avec l'ordinateur. Moi, j'étais pas spécialement habituée avant ma thèse. À l'université, on ne travaille pas avec l'ordinateur, on travaille encore avec les cahiers, prendre des notes, etc. C'est quand j'ai commencé ma thèse, donc à Bac+5, qu'on m'a mise devant l'ordinateur et qu'on m'a dit bon maintenant ça va se passer là-dessus. Donc c'est un très bon conseil de se renseigner sur les programmes, les langages de programmation avant, parce que moi j'ai mis un peu de temps à démarrer, mais il faut être très à l'aise avec l'ordinateur. Au début c'est un peu difficile, surtout que c'était pas comme ça que je m'imaginais le métier, mais après voilà, on s'y fait et on a quand même la chance de temps en temps de retourner aux origines du métier, de faire des observations. Pour moi c'était ça l'origine du métier. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, il y a une question ici. Très bonne question que je me pose aussi. On a des sites internet où un peu on va dire des glossaires, des métiers qui sont disponibles, des contrats qui sont disponibles. Donc il y en a un notamment en particulier où il y a vraiment la liste, c'est partout dans le monde. Donc on regarde si c'est dans notre domaine. Ça marche aussi beaucoup au bouche à oreille. Par exemple, ma thèse, tout bêtement, c'était, j'étais en master et en stage, et mon maître de stage m'a dit « Oh, j'ai vu sur Twitter, X, que une chercheuse avait une bourse de thèse, tu devrais la contacter. » Donc en fait, j'ai pu la contacter par Twitter. Ça, c'est vraiment du bouche à oreille. Avant même qu'elle publie son annonce, et voilà, j'ai pris un peu contact avec elle. Ça marche beaucoup comme ça. Il faut beaucoup contacter les gens, parce qu'en général, si on postule juste et que c'est la première fois qu'ils voient notre nom, c'est un peu difficile parce que voilà, c'est un métier très collaboratif où il faut travailler avec nos collègues et être en symbiose un peu avec eux. Donc s'ils ne nous connaissent pas, ils sont un petit peu hésitants à travailler avec nous. Donc moi j'ai contacté mon ancienne maître de thèse par Twitter. Je lui ai dit vous travaillez sur quoi, poser quelques questions pour montrer que je m'intéressais au sujet. Elle m'a dit qu'elle faisait un truc sur les étoiles à neutrons. Je fais ça m'intéresse. Elle m'a donné quelques articles à lire. Et après le jour où elle a enfin publié l'annonce sur ce site où il y avait la liste de tous les contrats, j'ai sauté dessus. Et on était, je crois, 75 à postuler, et j'ai eu le poste parce que je pense que, pas parce que j'étais extrêmement brillante, mais parce que j'avais parlé avec elle avant. Donc c'est un peu comme ça. Voilà. On a un site où il y a tout, mais il faut essayer de contacter Après, quand on voit la liste et qu'on voit l'emploi, ça ne nous empêche pas, même si c'est déjà publié, de contacter la personne. En général, on a un mois à peu près pour postuler, même un peu plus des fois. Ça laisse le temps de contacter la personne qui propose le job et de discuter avec eux. Donc voilà, c'est par Internet aussi. Oui, et du bouche à oreille. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je fais. Là, je postule pour d'autres post-doctorats, donc d'autres contrats de 2 ou 3 ans. Et je tends mon oreille, je regarde mes mails. Et s'il y a un truc qui m'intéresse, je contacte la personne. Donc là, notamment, j'ai postulé pour une bourse de recherche au CNES, là où travaille Shan.
Donc peut-être qu'on va travailler au même endroit si je suis chanceuse, mais là j'attends la réponse parce que pareil, j'en ai entendu parler, j'ai contacté la personne et comme j'ai déjà une bourse de recherche à l'Agence spatiale européenne, je me suis dit bon allez on va essayer comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Toi c'est complètement différent pour postuler. Oui, c'est plus classique on va dire. C'est des offres d'emploi qui apparaissent soit sur LinkedIn, soit ouais, ça pourrait être via Pôle emploi, c'est France Travail maintenant. C'est plus improbable, mais et après... le site du CNES aussi, toi. Après le site du CNES, si c'est au CNES, il faut postuler et renvoyer son dossier. Bon, c'est assez difficile de rentrer comme ça. En fait, c'est un peu pareil partout, ça va être beaucoup de bouche à oreille et au-delà du bouche à oreille, de connaître un peu les personnes qui vont proposer ces postes. Donc ça c'est un conseil qui peut vous servir et effectivement c'est comme a fait Camille, si vous voyez une offre d'emploi qui vous intéresse, contactez directement la personne qui la propose, d'essayer de discuter, d'échanger un peu avant pour savoir qu'est-ce qu'elle recherche, etc. avant de postuler. Ça peut être pas mal, montrer que vous êtes vraiment intéressé. Ouais. Et en fait, au final, moi quand je vois mes collègues, c'est tous un peu comme ça quoi. Ouais. C'est des gens qui connaissaient déjà un petit peu, enfin qui ont contacté la personne avant. C'est assez rare d'avoir quelqu'un qui juste postulé, montrait son nom pour la première fois et accepté. À moins qu'il soit extrêmement brillant, et ça arrive, mais le classique c'est voilà, d'y aller tranquille. Et le piston, ça marche bien aussi. Ouais, mais c'est pas pour nous, mais c'est pour certaines personnes. Moi, j'ai été pistonné. Ah bah tant mieux. Alors c'est quand tu connais quelqu'un qui est déjà dans la boîte où tu veux aller, ou dans l'entreprise où tu veux aller, et qui va faire passer ton CV et ton dossier à la personne directement qui propose le poste. Comme ça, toi, ton CV, il va tout en haut de la pile et pas tout en bas. Parce que quand tu postules, là au CNES, par exemple, une offre d'emploi classique, une fois qu'elle est ouverte sur le site du CNES, il y a 200, 300, 400 personnes qui postulent, mais il y a un poste. Et donc ça va passer par des ressources humaines, ça va passer par la personne qui propose ce poste, qui va lire qui va lire une partie de tout ça parce que ça va être filtré. Donc sur les 400, il va en rester 10 parce qu'il y a quelqu'un qui filtre d'abord, qui s'occupe de ça. Et après, la personne va lire les 10. Bon, bah, si t'es pistonné, ça permet que dans les 10, déjà, il y a toi, c'est sûr. Et en plus, généralement, on va pas se le cacher, les gens au CNES, même ailleurs, t'as quelqu'un qui vient les voir, il dit ah j'ai un pote qui postule et il va dire ah ok, il va balancer tout le reste, il va faire ouais c'est bon ça ira. Donc ça marche pas mal comme ça, c'est bien si vous avez des copains qui sont dans une boîte qui vous intéresse, il faut les contacter d'abord pour qu'ils fassent passer le CV. Et c'est pas du tout mal vu, hein, ça marche vraiment comme ça. Moi on me demande souvent de passer des CV. Et malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Et on peut comprendre un peu les recruteurs parce qu'il y a trop de candidatures et ils sont un peu en mode n'importe qui va faire l'affaire. De toute façon, dans tous ces dossiers, tout le monde est bon. Donc, s'il faut choisir quelqu'un, bah, ils choisiront quelqu'un qui connaît déjà quelqu'un. Voilà. Une question là-bas ? Est-ce qu'on a déjà... Ah pardon, on a oublié de répéter les questions. On n'entend pas très bien, ouais. Est-ce qu'on a déjà trouvé de nouvelles choses ? Bonne question. Est-ce que tu as déjà trouvé de nouvelles choses ? On peut dire ça. Disons que la recherche, ça marche pas forcément à coup de grandes découvertes. Moi, par exemple, sur mon travail de thèse, après ces 3 ans de travail acharné, on a réussi à montrer que ce qu'on pensait à peu près savoir n'était pas vrai. Donc on pourrait dire qu'on a reculé, que mon impact a été négatif dans la recherche. Mais pas vraiment en fait, parce que il y a aussi ce côté où si on s'était embarqué dans une voie qui n'était pas bonne, on aurait perdu du temps plus tard. Donc finalement, j'ai permis, on va dire, de prendre un pas de recul et se dire, ok, ce qu'on pensait être bon est finalement pas forcément bon. Donc on va étudier plus de possibilités. Peut-être que si j'avais continué et poussé dans cette voie, j'aurais pu découvrir des choses importantes ou pas. Mais je me suis arrêté là après. Donc dans ce qui me concerne, non. C'est un petit pas de plus que j'ai fait pour aider les autres. Et j'ai envie de dire une phrase stylée. Qui c'est qui a dit ça ?
La recherche repose sur les... De quoi? Un petit pas pour l'homme. C'est bon là? Ouais. La recherche, en gros, je me repose sur les épaules d'un géant, quelqu'un avait dit ça. C'est pour dire qu'en gros, la personne qui avait fait une grande découverte, qui avait dit ça, elle se repose sur le travail que tout le monde a fait avant. Et des milliers de personnes, des milliers de chercheurs qui ont fait petit bout par petit bout des choses, qui ont permis des grandes découvertes. Donc, moi j'ai fait un petit bout, Ouais. mais rien de... C'est ça en général. Chacun fait un petit bout. Après, on va retenir un nom parce que la dernière personne qui a fait le dernier petit bout, c'est celui qui conclut. Et du coup, c'est lui qui aura le prix Nobel. Ou, voilà. Ouais. Mais c'est un travail collectif, donc c'est pas très grave. Voilà. Ceux qui ont le prix Nobel, c'est pas ceux qui ont fait toute la recherche. Ça fait depuis 100 ans que... Il y en a certains qui ont le prix Nobel parce qu'ils ont prouvé que ce que Einstein avait dit était vrai. Et Einstein, c'était il y a plus de 100 ans. Et dès l'époque, il avait déjà eu cette idée. Et 100 ans plus tard, on donne le prix Nobel pour la personne qui aura mis la dernière pierre à l'édifice. Donc voilà, ça c'est le principe de la recherche. Donc on trouve des petits bouts. Et moi, c'est pareil. Bon, moi, j'ai pas dit pour l'instant qu'il y avait des trucs qui étaient faux et qu'on partait dans une autre direction. Ça, je fais quelque chose un peu différent. Mais voilà, j'ai juste apporté une petite pierre à l'édifice. Et puis maintenant, il y a des stagiaires qui continuent mon travail et peut-être des futurs thésards. Et voilà. Et un jour... ça se conclura. Ah oui, c'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Ouais, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ça m'étonne qu'il ne l'ait pas encore posé. Parce qu'en découverte professionnelle, c'est la première qui leur vient à chaque fois. Le salaire. Ah ouais. Les sous-sous. Je peux parler de moi, comme ça je vais décourager tout le monde de faire de la recherche. C'est pour le nombre d'années d'études, on va dire, c'est peu payé. Je crois qu'un chargé de recherche, c'est à combien quand ça commence? Peut-être 2000 euros. Ouais, 2000 euros. Un chargé de recherche, c'est le premier... c'est chercheur permanent. C'est un CDI de recherche, donc que je n'ai toujours pas, hein, malgré mes années d'études. Et voilà, quand on arrive enfin, après doctorat, 3 post-doctorats, le concours, et qu'on arrive enfin à avoir un CDI, on est à 2000 euros. Donc c'est un peu tristouné. Après, vous pouvez avoir de la chance, par exemple, dans les contrats de post-doctorat, des fois on est un peu plus payé, parce que comme c'est court, ils se disent, bon allez, on va balancer les sous pour cette personne-là, de toute façon après il s'en va, donc on le paye que pendant 2 ou 3 ans, c'est pas beaucoup. Donc là, moi par exemple, à l'heure actuelle, je suis à l'Agence spatiale européenne, et c'est un statut très particulier, on a un statut de diplomate, donc on ne paye pas d'impôts. Donc moi je suis à 3800 euros. Donc j'en profite, mais je suis sans CDI, je suis en CDD, donc c'est un très beau salaire, mais ça se termine l'année prochaine et j'ai aucun moyen de rester de façon permanente là où je suis. Donc j'en profite. Mais voilà, si j'arrive à avoir un jour un emploi fixe dans la recherche, ça sera 2000 euros au début, puis en fin de carrière, je ne sais pas jusqu'à où ça peut monter. Je sais pas. Pas mal, je pense. Oui, je pense, mais en fin de carrière, quoi. Donc, quand on commence à 2000, après, à 40 ans, voilà, il faut être patient. Donc, c'est vraiment pas un métier qu'on fait pour l'argent. C'est vraiment un métier de passion. Et on me l'a dit dès le début. Dès que j'ai fait mon stage de découverte d'entreprise en 3e, en 2011, on me l'a dit. On m'a dit dès le début, t'as l'air intéressé par ça, mais le fais pas pour l'argent. Et c'est comme ça. Mais toi, parle pour toi, c'est un peu mieux, toi, dans la recherche. Dans ça paye mieux. On est mieux payé dans l'industrie, surtout à niveau d'études équivalent. Là, chargé de recherche avec les post-doctorats et tout, ça fait quoi 15 ans après le bac ou 18 ans après le bac. Bon, c'est le milieu de carrière normalement. Hein, et pour un chercheur, du coup, c'est son début de carrière. En industrie, avec une expérience équivalente, on est beaucoup mieux payé. Forcément, il y a beaucoup plus d'argent puisqu'il y a des clients, il y a des gens qui payent pour qu'on fasse ce travail-là. Enfin, qui payent pour qu'on fasse ce travail-là parce qu'ils auront un retour sur investissement, ils vont gagner quelque chose avec ça. Donc ça paye mieux. Au CNES à Toulouse, alors moi je ne suis pas employé par le CNES, parce que le CNES emploie très peu, il sous-traite beaucoup. Donc je fais partie des prestataires de la sous-traitance. Et je suis dans une entreprise à Toulouse qui paye plutôt bien quand même par rapport au reste des entreprises de Toulouse. Donc là je gagne 2800 net, un truc comme ça.
Donc c'est très très bien. En début de carrière, on peut pas demander beaucoup plus en dehors de la région parisienne. C'est vraiment très très bien payé. Et puis surtout, ça augmente tous les ans. Oui, ça augmente. Dans la recherche, c'est pas forcément le cas. C'est pas le public, malheureusement. Ouais. Force au public, mais dans l'industrie, ça bouge pas mal. Il y a beaucoup de concurrence aussi. Enfin, quand je dis concurrence, c'est que les entreprises peuvent se battre pour essayer d'avoir un peu des ingénieurs et tout ça, même si maintenant il en sort beaucoup. Donc tout ce qui favorise un peu cette concurrence va favoriser un peu les salaires. Donc voilà, c'est très bien payé. C'est sûr qu'après mon doctorat, quand je suis passé à l'industrie, ça m'a fait un choc. Hein. Mais surtout, tu as eu un contrat permanent dès la sortie du doctorat. Oui, j'ai eu un CDI. C'est la stabilité arrive de suite. Sachant qu'en doctorat, j'étais payé à Toulouse 1400 € par mois. Donc bon, Toulouse, ça coûte pas très très cher comme ville, c'est pas Paris. Mais quand même, on est un peu limite là. À l'étranger, ça paye mieux. C'était pas forcément simple. Voilà. Donc je suis sorti de doctorat, j'ai eu mon premier CDI et j'ai fait x2, donc j'étais en mode, bon ok. Ça m'a l'air bien, là, je vais rester là. Mais après, dans la recherche, il y a différents domaines. L'astrophysique, c'est pas ce qui intéresse le plus. La médecine, c'est beaucoup plus concret. J'ai des amis qui font de la recherche en médecine. Ça paye plus parce que c'est plus concret. On cherche des vaccins, on cherche des réponses à des maladies neurologiques ou je ne sais quoi. Et donc là, ça paye beaucoup plus. Et à l'étranger surtout. À l'étranger, ça paye beaucoup plus. Donc si la recherche vous passionne, il ne faut pas avoir peur d'aller à l'étranger pour avoir un bon salaire. Oui, à droite d'abord. Oui, c'est toi. Oui, excuse-moi. Ma droite, donc. Est-ce qu'on est obligé ? Est-ce qu'on est obligé de faire de la recherche ? Non, on n'est pas obligé. Il faut un doctorat. Oui, il faut... attends, j'ai ça, tac, ici. Je crois que c'est un équivalent de doctorat. Voilà. Enfin, c'est pas de la recherche. Ouais. Alors, c'est pas écrit, mais... C'est juste beaucoup d'années d'études. En fait. Ouais, c'est beaucoup d'années d'études aussi. C'est pas de la recherche. Mais là, le parcours, donc en bas, on est au lycée ici. Et donc là, c'est les années de médecine. Et puis ça continue même encore si tu te spécialises. Médecin généraliste, c'est 11 ans, je crois. Ouais, peut-être, je sais pas. Et après, les autres spécialités, chirurgien, c'est encore plus haut. Mais c'est pas de la recherche, c'est des années d'études. Mais après, si tu veux faire de la recherche, t'es pas obligé d'aller aussi loin. Parce que j'ai une amie qui fait de la recherche en neurologie. Donc elle n'est pas neurologue, mais elle fait de la recherche en neurologie. Et donc du coup, elle s'est arrêtée au doctorat. Et maintenant, elle fait de la recherche là-dedans. Et elle a un emploi permanent parce que la neurologie, ça intéresse plus de monde que l'astrophysique. Voilà. En médecine, c'est ils travaillent en hôpital, ils font des clinicas, donc ils ont des patients. Ouais. Ah oui, et du coup, il y avait une question juste à côté, non ? Non, il n'y a plus de questions. C'est bon, il n'y a plus de questions. Vous avez eu des réponses aux questions que vous ne vous posiez pas avant de venir ici ? Après, si vous n'osez pas là, si vous tapez nos noms, Camille Diez et Chan Astiasarin sur Google, s'ils sont communiqués, vous pouvez nous envoyer un mail, un message. Ça arrive assez souvent. On ne nous pose pas des questions en live, mais après, on nous les pose après. Donc, il n'y a pas de souci pour les poser après. Très bien.